Propriété, les EI θi sont des espaces topologiques pour i allant de 1 à n. On va démontrer que l'espace produit, avec la topologie produit, est connexe si et seulement si chacun des espaces est connexe. Alors dans ce sens-là, on suppose que c'est connexe, E égale produit des EI. On a la projection canonique ici qui est continue. Et donc comme E est connexe, pi de E va être connexe. Et comme c'est EI est connexe quel que soit I. Donc là c'est facile. Dans l'autre sens c'est beaucoup plus compliqué. On va le faire par récurrence sur n en commençant par le cas n égale 2. Donc on a E1 croix E2. On prend AB appartenant à E1 croix E2. Et on pose A égale E1 croix B, qui est inclus dans E1 croix E2, et on remarque que la topologie qui est induite par la topologie sur E1 croix E2, c'est-à-dire celle-là, qui est induite sur A, c'est, on le sait ça, hein, c'est la topologie induite par θ1, enfin, elle n'est pas induite, celle-là, c'est elle-même, produit avec la topologie induite sur θ2. Parce qu'en fait, A, c'est de la forme F1 croix F2, où F1 est une partie de 1 et F2 une partie de E2. Donc on prend la partie, on prend la topologie induite sur F1, mais là c'est sur E1, donc c'est θ1. Et puis on prend la topologie induite sur B. Et la topologie induite sur B, c'est celle-là, hein, c'est les topologies grossières. Soit phi, donc elle est engendrée notamment par B, quoi. Hein. Soit phi qui a xb appartenant à A associe x appartenant à 1, c'est une bijection évidente. Et si U1 appartient à θ1, phi moins 1 de U1, pardon, c'est, bon, j'aurais pu prendre U, hein, c'est U1 croix B, et donc ça appartient à θ1 croix la topologie induite sur B. Donc c'est un ouvert de cet espace topologique, et donc phi est continu. Toujours si U1 appartient à θ1, d'accord, on allait là. Alors maintenant on va prendre ici un ouvert de ça. Alors c'est quoi un ouvert de ça? C'est un ouvert, donc je rappelle que A c'est ça. On veut démontrer que phi moins 1 est continu. On va prendre en fait un ouvert élémentaire, c'est-à-dire qu'on va prendre un U1 croix B. Voilà. Et donc phi moins 1 de U1 croix B, alors U1 c'est un ouvert de 1 bien sûr. Ça va être phi, parce que ça fait phi de U1 croix B, donc ça fait U1 qui appartient à θ1. D'accord, U1 croix B, c'est effectivement une base de ça. Donc phi moins 1 est continu. Et donc on a affaire à un homéomorphisme. D'accord. Donc cet espace-là, en fait, A, il est homéomorphe à E1. De même, quel que soit T appartenant à E1, si T qui est à Tx appartenant à Bt, alors Bt c'est ça, d'accord, associe X appartenant à E2, est un homéomorphisme de cet espace-là vers celui-là. E1 et E2 sont connexes, donc ces deux espaces qu'on a vus avant vont être déconnexes grâce aux homéomorphismes, hein, homéo, là c'était effacé, qui sont psi, qu'on a vu avant, et psi-t. A inter Bt, c'est Tb, parce que le seul élément qui appartient à A inter Bt, c'est évident, hein, parce que Bt c'est ça, et puis A c'est ça. Donc là à droite ça peut être que B, et là à gauche ça peut être que T, hein, donc c'est Tb, donc c'est différent du vide, quel que soit T appartenant à E1. Donc delta T égale ça, est connexe, parce que c'est la réunion de deux connexes dont l'intersection est non vide. De plus, AB appartient à tous les delta T, quel que soit T appartenant à E1. Pourquoi? Parce que AB appartient à celui-là, donc il est dans l'union. Donc, quel que soit TT' appartenant à E1 carré, AB appartient à delta T inter delta T'. Donc delta T inter delta T' n'est jamais nul. Donc quand on fait la réunion de tous les delta T
t appartenant à 1, on a un connexe. Mais l'union de ces trucs-là, là, quand t appartient à 1, ça fait E1 croix E2. Et c'est inclus dans le delta t. Donc l'union des delta t va faire elle aussi E1 croix E2. Et comme cette union des delta t est connexe, on en déduit que E1 croix E2 est connexe. Dans le cas général, n supérieur ou égal 2, donc on va traiter par récurrence, on suppose la proposition vraie, elle est déjà VA à l'ordre 2, on la suppose vraie à l'ordre n, et on s'intéresse à cet espace. Donc on sait, cours de topologie, deuxième de topologie 2, donc celui sur la continuité, on sait que ça c'est homéomorphe à ça. D'accord? Et alors si je l'appelle x, celui-là, θx sa topologie, on sait par l'hypothèse de récurrence qu'il est connexe, et on sait aussi que ça c'est connexe, c'est dans nos hypothèses. Donc, quand on va faire leur produit, eh bien, on va obtenir un espace, grâce à l'homéomorphisme, on va obtenir un espace connexe. D'accord? Parce que ça va être connexe, et grâce à l'homéomorphisme, ça va être connexe aussi. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Les conséquences, c'est que si on prend R2, comme R est connexe, R2 va l'être, C qui est isomorphe à R2 va l'être aussi. Alors bon, on précisera plus tard quelle est la topologie sur C, mais l'isomorphisme entre R2 et C, donc on a déjà cité, hein, qui est au couple XY associé X plus Y, induit facilement une topologie, d'accord, il n'y a aucun problème. Rn, ça va être pareil, hein, c'est-à-dire qu'on généralise avec la topologie qu'on a sur R puissance n, qui est en fait le produit des topologies θR. Hein. Et puis Cn, ça va être pareil. Donc tout ça c'est connexe. Dès qu'on fait en fait des produits cartésiens de connexes, on a des connexes. On peut faire ça par exemple sur les intervalles. À ce moment-là, le produit des intervalles, en y mettant dessus la topologie induite par la topologie de Rn, va être connexe. Quelques remarques sur les chemins, on appelle aussi arc. E est un espace vectoriel normé si le chemin gamma de AB vers E relie le point X au point Y, alors gamma prime de 0,1 vers E qui à T fait correspondre gamma de A plus T facteur de B-A appartient à E et est aussi un chemin qui relie X à Y, car gamma prime égale gamma rond U, où U est la fonction qui fait ça, d'accord, et qui est un homéomorphisme, lui, de 0,1 vers AB. Bon, il est clair hein, que 0 pour image A et que 1 pour image B, phi est croissante, affine, phi moins 1 aussi, donc c'est pour ça que c'est un homéomorphisme. Et donc, gamma prime est continu, et donc gamma prime 0 égale x et gamma prime 1 égale y. Tout ça pour dire que on peut toujours se ramener à une fonction continue définie sur un intervalle 0,1. Alors c'est ce qu'on va faire justement dans le deuxième cas. On a un chemin qui relie x à y, donc gamma 1, et gamma 2, un chemin qui relie y à z. Donc x, y, z appartient à eux. On dit que c'est des chemins adjacents parce qu'il y en a un qui arrive à y et l'autre qui part de y. On sait qu'on peut se ramener, pour les deux, on peut partir de 0,1. Et donc, avec des fonctions continues, ça nous permet, donc il vérifie ça bien sûr, hein, et donc c'est ça qui fait que c'est adjacent, et donc ça va nous permettre de définir un chemin que je note comme ça, qui est la réunion des deux chemins, hein, si on veut, qui a t appartenant à 0,2 associe gamma t appartenant à E, tel que gamma t est égal à gamma 1 de t pour t appartenant à 0,1 et gamma t est égal à gamma 2 de t-1 si t appartient à 1,2. Donc il est continu par morceaux, hein, et en fait, comme la limite, comme ici gamma 1 de 1 est égal, donc gamma de 1 est égal à gamma 1 de 1 qui fait équivaut y, et c'est aussi gamma 2 de 1 moins 1, puisque c'est gamma 2 de 0 qui vaut aussi y. Donc en fait il y a continuité en 1, et donc c'est bon. Et donc en plus gamma 0 est égal à x évidemment, hein, puisque c'est gamma 1 de 0, et gamma 2,
enfin, et gamma de 2, ça va être gamma 2 de 1, c'est-à-dire ça va faire z. Donc j'ai bien un chemin qui relie x à z. Voilà, j'ai juxtaposé les deux chemins. Par récurrence sur n supérieur ou égal à 2, avec des chemins gamma 1, gamma 2, gamma n qui sont aussi adjacents, c'est-à-dire le premier va de x1 à y1, qui est x2, et le deuxième de x2 à y2, qui est x3, etc., etc., et le dernier de xn à yn. Eh bien, si je pose ça, si je peux définir par récurrence gamma 1 union jusqu'à gamma n comme étant gamma 1 union jusqu'à gamma n moins 1, union avec celui-là, c'est-à-dire union de ces deux chemins. Et donc j'ai un chemin à ce moment-là qui relie x1 à yn. Voilà. Si gamma est un chemin qui relie x à y, donc comme ça, notons que celui-là est aussi un chemin, mais qui relie, c'est le chemin inverse, il relie y à x. Hein, car gamma prime de A est égal à gamma de B égale y, et gamma prime de B est égal à gamma de A est égal à x. Et d'autre part, gamma prime égale gamma rond U est continu, car la fonction U qui est ça fait ça est un homéomorphisme évident de AB vers lui-même. Hein, et on a bien U de A qui est égal à B et U de B qui est égal à A. D'accord ? Voilà, gamma prime est le chemin opposé à gamma. Notion de segment. Dans un espace vectoriel normé E, xy appartenant à E, ce qu'on appelle le segment xy, c'est l'ensemble des 1-t x plus ty, t appartenant à l'intervalle 0,1 de grand R. Ça détermine un chemin de E reliant x à y. En effet, je prends cette fonction phi, hein, on a déjà parlé de ça. Hein. Elle vérifie phi de 0 égale x, phi de 1 égale y, et évidemment on a phi de 0,1 qui est égal à xy par définition du segment. Et phi est continu, en effet, le résultat est évident si y égale x, parce que le segment est réduit à x et phi est la fonction constante, donc continue. Si y est différent de x, on prend pour t0 appartenant à 0,1, et bien epsilon positif nu inférieur à epsilon sur norme de y moins x, alors, quel que soit t appartenant à 0,1, phi de t moins phi de t0 est égal à 1 moins tx plus ty moins ça, ce qui nous fait ça. Et la norme va être égale à ça, c'est-à-dire à valeur absolue de t moins t0, norme de y moins x. Donc, pour valeur absolue de t moins t0 inférieure à nu, eh bien j'aurai ça qui va être inférieur à epsilon, donc la fonction est continue en t0, quel que soit t0 appartenant à 0,1, donc continue. Et donc ça nous fournit bien un chemin de x à y, et on confondra le chemin et le segment. On dit qu'une partie A non vide d'un espace vectoriel N, d'un espace vectoriel normé E, est convexe, je dis bien pas connexe, hein. On verra que convexe implique connexe, si pour tout xy appartenant à A, le segment xy est inclus dans A. C'est-à-dire que quel que soit t appartenant à 0,1, ça appartient à A. Alors comme xy est un chemin de xy, on en déduit que de x vers y, on en déduit que A est connexe par arc, donc connexe, et donc on a convexe implique connexe par arc, implique connexe. Ligne polygonale maintenant. Dans un EVM, toujours, on appelle ligne polygonale L une réunion de segments adjacents de ce type. Les xk sont des sommets, x1 et xn plus 1 des extrémités. La ligne L relie x1 origine à xn plus 1 extrémité. On associe à chaque segment le chemin φk qui est défini comme ça et qui continue. Comme φk de xk plus 1 égale φk plus 1 de xk plus 1, c'est pour ça qu'ils sont adjacents. On a un chemin en mettant tous les chemins bout à bout, hein, comme on l'a déjà fait, qui va relier x1 à xn plus 1. Donc on voit là aussi la ligne polygonale grand L et le chemin phi qui relie x1 à xn plus 1. Remarque, dans un EVN grand E, toute boule ouverte ou fermée donc, est convexe, donc connexe. Démonstration, je prends YZ appartenant à la boule de centre X et de rayon R, et je prends A sur le segment YZ. Donc il existait appartenant à 0,1 tel que A soit un 1 moins TY plus TZ appartenant à YZ. Donc norme de A moins X, je vais l'écrire, ben, ça c'est A,
Puis le x, je peux toujours dire que c'est 1 moins tx plus tx, donc je fais ça. Et comme ça me permet de mettre les 1 moins t ensemble, et puis de mettre les t ensemble, d'accord? Et j'applique l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur ou égal à la norme de ça plus norme de ça. Et là, je vais sortir valeur absolue de 1 moins t, norme de y moins x. Mais la valeur absolue de 1 moins t, c'est 1 moins t. Parce que t est entre 0 et 1. Et là, c'est pareil, plus norme de ça, mais c'est-à-dire valeur absolue de t, norme de z moins x. Mais la valeur absolue de t, c'est t, parce que t est positif. Et donc, j'obtiens ça. Et comme ça, c'est inférieur à r et strictement, et ça aussi, alors vous allez me dire, oui, mais il y a t ou 1 moins t, ils peuvent être nuls. C'est vrai. Mais ils ne sont pas nuls en même temps. Donc, le résultat sera inférieur à 1 moins tr plus tr égale r. Donc, ça veut dire que A appartient à la boule ouverte, quel que soit A appartenant au segment. Donc, ça veut dire que si Y appartient à la boule de centre X et de rayon R, ben, le segment appartient. Donc, le segment appartient à cette boule. Donc, la boule est bien convexe, et comme elle est convexe, elle est connexe par arc et connexe. Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E, on suppose que A est ouverte et connexe, alors deux points quelconques de A peuvent être reliés par une ligne polygonale de E incluse dans A. A est donc connexe par A. Démonstration, soit x0 appartenant à A, x désigne l'ensemble des x appartenant à A rejoint x0 par une ligne polygonale incluse dans A. x0 appartient à x grâce à la ligne x0, x0, donc x est non vide. Par définition, grand X est inclus dans A. Montrons que c'est un ouvert de E. Si X appartient à grand X, alors X appartient à un grand A qui est ouvert. Donc il y a une boule qui est inclue dans A. Soit Y appartenant à cette boule, comme X appartient à grand X, il existe une ligne polygonale L qui va de X0 à X, dans A. Mais le segment XY, il appartient à la boule de rayon X, de centre X et de rayon R qui est inclus dans A. Donc, on va pouvoir rajouter ça, cette ligne polygonale, et on obtient ainsi une ligne qui relie X0 à Y dans A. Donc, Y appartient à X. Donc, si X appartient à grand X, il existe une boule, parce que ça c'était vrai quel que soit Y appartenant à la boule. Donc, il existe une boule inclue dans X, puisque c'est vrai pour tout Y appartenant à cette boule. Donc, grand X est ouvert de E. Alors, c'est un ouvert dans E, donc A inter X va être un ouvert dans A, d'accord, pour la topologie de A, mais comme grand X est inclus dans A, bah, X est donc ouvert dans A. Montrons que X est un fermé de A, soit X appartenant à l'adhérence de grand X pour la topologie de A. Comme c'est pour la topologie de A, X appartient à A. Et A est ouvert de E, donc il existe une boule inclue dans A, soit Y appartenant à cette boule et à grand X. Y appartient à grand X, donc il y a une ligne qui va de X0, ligne polygonale, jusqu'à Y, reliant dans A X0 à Y. Mais XY appartient à la boule, comme tout à l'heure, inter X. Donc il est inclus dans X. Donc la ligne L union YX va relier X0 à X, et donc X appartient à grand X. Donc, si X appartient à l'adhérence de grand X pour la topologie induite sur A, eh bien X appartient alors à X. Donc, ça veut bien dire que cette adhérence est égale à X. Donc, X est un fermé de A, mais on avait vu que c'était aussi un ouvert de A, et que grand X est non vide. Donc, et on sait que A est connexe. Donc, grand X va être égal à A. Donc, deux points quelconques de ça, grand X égale A, ça veut dire que deux points quelconques de A sont joignables par une ligne polygonale dans A. Donc, A est connexe par A. Conclusion, soit une partie ouverte et non vide, c'est important, elle est ouverte de l'espace vectoriel normé E, alors A connexe par arc équivaut à dire que A est connexe. On savait déjà que connexe par arc implique connexe, mais là, pour une partie ouverte non vide, on sait que A connexe implique A connexe par arc. Donc, pour une partie ouverte non vide, on a bien l'équivalence.
dans Rn n supérieur ou égal à 2 avec la topologie produit, soit A appartenant à Rn, alors Rn privé de ce vecteur A est connexe par arc, donc connexe. Pour n égale 2, ça nous donne que R2 moins A est connexe par arc, donc connexe, et avec l'homéomorphisme qui a xy associe x plus y appartenant à C, on en déduit que C est connexe par arc. Démonstration, on prend A égale Rn moins A, xy appartenant à A. Si x moins A et y moins A ne sont pas collinaires, alors A n'appartient pas au segment xy, parce que s'il appartenait au segment xy, on aurait ça et donc il serait collinaire. Donc xy est un chemin de A qui relie x à y. Maintenant, s'ils sont collinaires, on va choisir z tel que z moins A n'appartiennent pas à la droite x moins 1, ce qui est possible parce que droite x moins 1, ce qui est possible car n est supérieur ou égal à 2, puis on relie x à z par, par le segment xz, comme on a fait avant, et z à y par le segment yz, comme on a fait avant. Et donc on a une ligne polygonale, xz union zy, qui relie x à y. Oui, notons que x il est différent de A, puisque x et y appartiennent à grand A. Donc ça c'est différent de 0, ça c'est différent de 0. Quand je dis que z moins a n'appartient pas à cette droite, il n'appartient donc pas à la droite non plus y moins a. C'est pour ça que ça marche bien. Donc A est donc connexe par arc. Voilà, parce qu'à chaque fois on peut rejoindre, quand on a xy appartient à A, on peut rejoindre xy par un chemin. X à y par un chemin. Alors là, ça on étudiera ça en fait avec les espaces vectoriels normés, mais il est clair que phi est un homéomorphisme, parce que la topologie dans R2 définie par ça, c'est la topologie produit, on le verra, et phi est bijectif, ça c'est évident, et phi de xy est égal à la valeur absolue de x plus y égale racine de x plus y2 égale la norme de xy, donc phi moins 1 va être continu, parce que on va avoir des choses comme ça, je vous laisse regarder mais c'est évident, et puis de la même façon si on prend des complexes, eh bien on aura ça. Donc rendre ça plus petit que epsilon, ben, il existe nu égale epsilon, parce que si ça c'est nu, si ça c'est inférieur à nu, ben ça, inférieur à epsilon, ça va l'être aussi. Voilà. Et si ça c'est inférieur à epsilon, ça va l'être aussi. D'accord? Donc en fait, phi et phi moins 1 sont continus. Oui. Et donc on peut conclure après, grâce à la propriété qu'on va juste voir après, et qui nous dit que l'image d'un connexe par arc par une fonction continue est un connexe par arc. Donc là, on a mieux qu'une fonction continue, on a même un homéomorphisme. Mais comme R2 privé d'un point est connexe par arc, ben, l'image par phi va être C moins un point, qui sera donc connexe par arc. Théorème. On a une fonction f de e vers e', θ vers e', θ', continue. Si e est connexe par arc, alors f de e va être connexe par arc, soit a', b' appartenant à f de e. Donc on a ça. Il existe, puisque e est connexe par arc, un chemin qui relie a et b. On sait que f induit une fonction continue f chapeau, qui a x appartenant à e, associe f de x, mais cette fois-ci appartenant, c'est pareil, appartenant à y, au lieu de dire qu'il appartient à e'. Donc je change le domaine d'arrivée. Donc f chapeau, on sait, est continu parce que f est continu. Eh bien, alors là, évidemment, c'est la topologie induite. On a donc ce schéma-là avec u f chapeau continu, et donc f chapeau rond u qui va être continu et qui vérifie f chapeau rond u de alpha égale a', f chapeau rond u de bêta égale b', donc a' et b' sont joignables par un chemin, et donc f de e est connexe par arc. La connexité par arc, ça c'est intéressant, permet de montrer que les espaces ne sont pas homéomorphes. Prenons par exemple un segment, qui n'est pas un singleton, et prenons le cercle de R2. Le cercle, d'accord? Donc la norme de oméga moins x doit être égale à R, positif. D'accord? Ben, ils ne sont pas homéomorphes, le voilà. Alors, comment démontrer ça? Supposons qu'il le soit. Donc, il y aurait f continu, bijectif, f-1 continu, qui va de S vers I. On va prendre T0 appartenant à I, X0, T0 appartenant à I, qu'on choisit différent de A et B.
et x0 égale f moins 1 de t0 appartenant à S. On considère S' égale S moins x0, c'est-à-dire qu'on fait une coupure ici. Mon cercle est coupé. Alors si je prends xy appartenant à S', c'est-à-dire S privé de x0, ben, il existe toujours un chemin qui relie x et y sur S', c'est-à-dire sur S sans passer par x0. Par exemple ici, le chemin c'est ça. En fait, il y a deux chemins qui relient x et y. Il y a celui-là, enfin, deux chemins plus petits que 2π en longueur. Et puis celui-là, mais celui-là il passe par x0. Donc là je prends celui-là. Mais évidemment, si y était là, eh bien je ne prendrais pas celui-là parce qu'il passe par x0. Donc je prendrais l'autre. Alors ça, je vais le démontrer juste après. Soit xy appartenant, donc il y a un chemin, donc il y a ça, continue, vérifions ça. Donc S' est connexe par arc, et donc fs', comme f est continu, va être connexe par arc. Seulement, ça pose un problème, parce que fs', du coup, puisque f est bijectif, c'est i moins t0, et i moins t0, c'est exactement ça. Or, si, ça ne peut pas être connexe par arc, parce que si c'était connexe par arc, ça serait connexe, et comme on est dans grand R, ça serait un intervalle. Alors ça, ce n'est pas un intervalle. D'où le résultat, donc conclusion, c'est qu'il n'y a pas cet homéomorphisme, et donc le segment et le cercle ne sont pas homéomorphes. On va donc maintenant prouver rapidement que dans R2, un cercle privé d'un point est connexe par arc. Ouais. Les translations sont des homéomorphismes évidents, c'est pas ici qu'on va le démontrer. Et celui-là envoie A en 0. Ensuite, on considère l'homothétie, c'est aussi un homéomorphisme. Et comme on a pris un repère orthonormé direct, on prend aussi la rotation d'angle moins alpha, où alpha est l'angle OI-OA. Tout ça, et ça envoie A en I. Tout ça, ça fait que le cercle de centre A et de rayon R est envoyé dans le cercle de centre O et de rayon 1 par cet homomorphisme R rond H rond T, et que le point B est envoyé en I. Donc le cercle privé du point B est envoyé en ce cercle-là privé de I. Puis, on sait qu'il y a un homéomorphisme entre R2 et puis C, et ça va nous donner un homéomorphisme entre le cercle privé de 1 et le cercle trigonométrique privé de 1. Là, c'est en fait privé, c'est cercle privé de I à cet endroit-là. Voilà. On doit montrer que U-1, donc, grâce à tous ces deux homéomorphismes, démontrer que ça, c'est connexe par arc, ça revient à montrer que ça, c'est connexe par arc. Donc, on prend deux points sur le cercle trigonométrique qui sont comme ça. Quitte à léger changer, on peut supposer ça. Et l'homéomorphisme, il est tout trouvé, c'est celui-là, il est continu. Et c'est un chemin qui relie bien Z1 à Z2, parce que f de T1 est égal à Z1, f de T2 et on reste dans U-1 parce que, comme T est entre T1 et T2 et que T1 et qu'on a ça, eh bien, ça veut dire que T est toujours entre 0 et 2π strictement, et donc l'exponentialité est différente de 1. Donc on a bien U-1 qui est connexe par arc, et donc celui-là est connexe par arc. Voilà, R et R2 non plus ne sont pas homéomorphes. S'il y avait un homéomorphisme entre les deux, et bien comme celui-là est connexe par arc, alors celui-là est connexe par arc, pourquoi? Parce que si on prend deux points dans le plan, on peut toujours les relier. Alors, oui, mais là on enlève le point haut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on prend deux points dans A. Si O, A et B ne sont pas alignés, ben on prend le segment AB qui nous donne un chemin qui relie A et B en faisant ça. Et sinon, on choisit E appartenant à AB, à la droite AB. On prend un chemin qui relie A à E, puis un chemin qui relie E à B. Et donc l'union des deux chemins nous fera un chemin qui relie A à B. Voilà. Alors f de A va être égal à f de R2 moins f de 0, 0. Autrement dit, ça sera R moins... oui, parce que c'est un homéomorphisme. Hein. Donc f de R2, c'est R. Hein. Moins ça, justement parce que c'est un homéomorphisme. Et donc ça nous fait R moins 1 point. Et R moins 1 point, c'est pas connexe par arc, parce que s'il était connexe par arc, il serait connexe, donc un intervalle de R, ce qui n'est pas le cas.
Nous voyons maintenant la notion de composante connexe. On a un espace topologique θ et x appartenant à E. On appelle composante connexe de x le plus grand connexe pour l'inclusion, connexe de E contenant x. On le note Cx. Cx c'est un fermé. Quel que soit x appartenant à E, le singleton x est connexe parce que sa topologie n'a que deux ouverts qui sont vides et lui-même, donc c'est la topologie grossière. Soit Cx la réunion de la famille xi des convexes qui contiennent x. L'intersection des xi est différente du vide puisque x appartient à chaque xi. Donc, comme c'est une réunion connexe, eh bien cette réunion va être connexe. Donc Cx est connexe. Et par construction, c'est évidemment le plus grand des connexes qui contiennent x. Cx connexe implique que son adhérence est connexe dans E. Mais Cx est inclus dans l'adhérence de Cx, forcément. Quand on a un ensemble grand A, il est toujours inclus dans son adhérence. Donc, on aura l'égalité. Pourquoi? Parce qu'on sait que Cx, c'est le plus grand connexe qui contient x. Or, l'adhérence est aussi un connexe qui contient évidemment x, puisque x appartient à Cx. Donc, il y a bien égalité. Il y a la double inclusion, si vous voulez. Donc, Cx est fermé. Propriété suivante, en gardant les notations précédentes, l'ensemble des Cx, c'est-à-dire des composantes connexes, est une partition de E. Pour tout connexe x non vide de E, il existe un x appartenant à E tel que x est inclus dans Cx. Si xy appartient à E, y appartient à Cx équivaut à Cx égale Cy. Petit composante de x égale composante de y. Petit 4, R, la relation définie sur E par x, R, y, si et seulement s'il existe U appartenant à E tel que xy appartient à la composante connexe de U, eh bien, x, R, y équivaut à dire que Cx, composante de x égale composante de y. Et enfin, R est une relation d'équivalence et l'espace quotient E sur R est égal à l'ensemble des Cx, c'est-à-dire les classes d'équivalence, ce sont les composantes connexes. Démonstration, E est égal à l'union des x appartenant à E, et donc inclus dans l'union des Cx, puisque les x sont inclus appartiennent à Cx. Donc l'union des Cx est égale à E, soit E. Alors maintenant, on va démontrer que quand Cx est différent de y, eh bien Cx inter Cy est égal à vide. Comme ça, on aura bien une partition. Supposons qu'il soit différent de vide. Alors comme Cx et Cy sont y, Cx union Cy est connexe, mais il contient Cx et Cy. Donc en fait, par définition de la composante connexe de x et de Cy, puisque Cx union Cy contient x et y, on va avoir Cx union Cy égale Cx, Cx union Cy égale Cy, et donc Cx égale Cy, ce qui est faux, puisqu'on a supposé le contraire. Donc ça veut dire que Cx inter Cy est égal à vide, et que donc on a bien une partition. Petit 2, si x est différent du vide et que x appartient à x et x est connexe, donc x est forcément inclus dans Cx par définition de Cx. Petit 3, y appartenant à Cx, alors Cx est un connexe contenant y, donc Cx est inclus dans Cy, voilà, et donc Cx inter Cy est différent du vide. Et donc s'il est différent du vide, c'est que Cx est égal à Cy à cause de la partition. Et réciproquement, si Cx est égal à Cy, alors y qui appartient à Cy va appartenir à Cx, d'accord? Et donc on a bien le résultat souhaité, c'est-à-dire que y appartient à Cx et seulement si Cx est égal à Cy. Petit 4, c'est ici. X, R, Y, ça implique qu'il existe U appartenant à E tel que X et Y appartiennent à la composante de U. Dans ce cas-là, ça veut dire que composante de U égale composante de X est égale à composante de Y, donc composante de X égale composante de Y, et réciproquement, si composante de X égale composante de Y, comme Y appartient, on l'a déjà fait ce raisonnement, à composante de Y, il va appartenir à composante de X, donc x, y appartiennent à Cx et x est en relation avec y. Petit 5, c'est évident.
la réflexivité, bah, x est Rx car Cx égale Cx. La symétrie, bah, si x est en relation avec y, Cx égale Cy, donc Cy égale Cx, donc y est en relation avec x. Et la transitivité, x égale y égale en relation avec z, bah, composante de x égale composante de y, qui est égale à composante de z. Donc composante de x égale composante de s, z, donc x est en relation avec z, donc R est bien une relation d'équivalence. Et puis pour les classes d'équivalence, bah, si y appartient à la classe de x, c'est que y est en relation avec x, donc la classe de x est égale à la classe de y, et donc que y appartient à la classe de x, puisque y appartient à la classe de y. Donc la première égalité appartiendra à celle de x. Et inversement, si y appartient à la classe de x et y appartiennent à la même classe de x, donc x est en relation avec y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe de x, c'est x, puisque l'ensemble des y qui appartiennent à la classe de x est égal à l'ensemble des y qui appartiennent à cy. C'est ce qu'on vient de démontrer. À cx, pardon. Donc ça veut dire que l'espace quotient E sur R, c'est l'ensemble des composantes connexes de x quand x appartient à E. Propriété, si U est un ouvert d'un espace vectoriel normé, alors les composantes connexes de U sont ouvertes. Vous savez déjà qu'elles étaient fermées. Si A est de dimension finie et que K est un compact de E, alors l'ouvert U égale C moins K admet une unique composante connexe non bornée. Démonstration. Alors, attention, il a une composante connexe non bornée, mais il a peut-être d'autres composantes connexes qui sont bornées. Soit X appartenant à U, Cx à composante connexe, et Y appartenant à Cx. Donc on va démontrer que Cx est ouvert. Comme U est ouvert, il existe une boule centrée en Y incluse dans U. Mais ça, cette boule, c'est un convexe, donc connexe. Y appartient à Cx inter la boule. Donc Cx inter la boule est non vide, et c'est une intersection de deux connexes. Donc leur réunion est connexe. Y appartient à Cx. Donc Cx est égal à Cy. Bah oui, quand on a Y qui appartient à Cx, on a forcément Cx qui est égal à Cy. Cy union la boule est un connexe qui contient Y, donc ça veut dire que ce connexe est inclus dans le plus grand connexe contenant Y, c'est-à-dire Cy. Donc la boule est incluse dans Cy qui est égal à Cx. Donc si Y appartient à Cx, il existe une boule qui est incluse dans Cx. Donc Cx est bien ouvert. K, petit 2, donc K est un compact, donc fermé, borné, donc U va être ouvert, et il existe une boule telle que K soit inclus dans la boule de centre O, 0 et de rayon R. X est égal à C privé de cette boule, et donc inclus dans U, puisqu'on a cette inclusion. Les composantes connexes de U forment une partition de U, donc X va en rencontrer une, par exemple Cx. X inter Cx est différent de vite, soit Y appartenant à X inter Cx, donc Cy va être égal à Cx, puisque Y appartient à Cx. Grand X, c'est l'ensemble des Z tels que norme de Z est supérieure ou égale à R, donc c'est connexe par arc, c'est évident. Et Y appartient à X. Donc, comme Y appartient à X, on a X qui est... Alors, on a grand X qui est inclus dans CY. Ah oui, parce que Y appartient à X. D'accord? Y appartient à X, mais le plus grand connexe... ça c'est connexe, mais le plus grand connexe qui contient Y, c'est Cy. Et donc il contient tous les autres. X est inclus dans Cy. Mais Cy est égal à Cx. Soit Z appartenant à U, maintenant, supposons que norme de Z soit supérieure à R. Alors, Z appartient à X, forcément. Donc Z va appartenir à Cx, puisque X est inclus dans Cx. Donc, Cx n'est pas borné, puisque dès qu'on a ça, on a ça. D'accord? Voilà. Donc, Cx n'est pas borné. Supposons que Y appartienne à U. Cy, et supposons surtout que Cy ne soit pas borné.
alors il existe Z appartenant à CY, tel que norme de Z soit supérieure à R. Donc Z va appartenir à X, puisque X c'est ça. Donc Z va appartenir à X. Mais donc il va appartenir à CX, car X est inclus dans CX. Donc Z appartient en fait à CY et à CX. D'accord? Donc CY va être égal à CX. Donc, ça y est, c'est fini. Hein. J'avais pris une composante non bornée, je vois qu'elle est égale à CX. Donc CX est bien la seule composante connexe non bornée.